Frédéric Hiriart, bonjour. Alors derrière on a la statue de Rigaud. Puisqu'on est à la place Rigaud, il y a marqué centre historique. Parce que à Rigaud c'est beau la vie pour les grands et les petits. Alors l'idée, alors on me demande, c'est moderne. On t'a reconnu. On t'a reconnu, c'est l'ordinateur, c'est Facebook qui me dit voulez-vous identifier Frédéric Hiriart? Alors c'est pratique mais c'est inquiétant simultanément. Alors Frédéric, donc tu es artiste suédois d'ici. Ouais, c'est un concept. C'est-à-dire que tu es d'ici mais la plupart du temps tu vis à Stockholm et c'est pas ce qu'on imagine, on en parlera plus tard. Alors tu as commencé ici, tu as fait les Beaux-Arts avec un certain Jacques Quéralt. Oui, parce que si les Beaux-Arts n'ont jamais existé, Jacques Quéralt non plus. Donc il n'est pas là et on ne le voit pas. Raconte-nous déjà les Beaux-Arts, mais rapido, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Ton passage aux Beaux-Arts de Perpignan. Alors tu avais pas le bac et ils t'ont sauvé, comme disait Jacques tout à l'heure. Raconte-nous. C'était à l'époque où encore on pouvait rentrer dans une école d'art sans avoir le bac. Et ça un petit peu sauvé. J'avais fait le lycée avec esthétique. J'avais choisi des études d'esthétique. Mais le lycée me fatiguait un petit peu. Donc j'ai passé le concours régional à Besançon, à l'école régionale de Besançon, où il y avait 5000 personnes qui se sont proposées, qui ont passé le concours. Qui ont postulé au concours, ils en ont reçu que 100. Mais à ce même moment, il y a ma mère qui a déménagé ici à Perpignan avec mes deux sœurs. Et j'étais un petit peu tout seul à Besançon et j'ai demandé de m'intégrer à l'école des Beaux-Arts de Perpignan, cette époque-là, juste après mon concours. Et avec chance, j'ai été reçu. Et je suis resté quelques années là à travailler dans les ateliers des Beaux-Arts. Alors, comment peut-on qualifier ton art? Jacques, est-ce que tu peux nous aider? Comment on peut qualifier ce qu'il fait, à ton avis? Alors, le seul qui puisse qualifier ce qu'il fait, c'est quand même celui qui le fait. C'est pas le regard extérieur qui le fait. Le regard extérieur, il peut classer éventuellement, mais pas qualifier. Alors, parle-nous et il classera. Les premiers écrits que Jacques a fait, en fait, c'est lui qui m'a donné un petit peu le feu à la mèche en parlant d'irréalisme. Il a écrit dans le premier texte Hiriart, irréaliste, et j'ai travaillé cette définition un peu plus en profondeur par les années qui suivent. Et maintenant, irréaliste, éclectique et ludique, c'est les trois derniers mots que je pourrais utiliser pour analyser le travail éclectique que je fais. C'est dans le domaine de la plastique, du design et même de la musique et de la vidéo et des photos de synthèse 3D et autres. Tu peux montrer, parce que tu as deux albums ici, tu peux nous les montrer? Deux albums dans le sac de Jacques. Voilà. Ma première, ça c'est mon toute première réalisation de livre d'art. J'en ai publié par la suite une quinzaine. Ce livre a été présenté à tous les instituts français de Scandinavie, on peut voir. Et c'est une petite prouesse de livre en fait. Ouais, technique, parce que d'utiliser comme ça une sorte d'animation, en même temps le format LP 33 tours, ça donne un petit côté musical aussi. Et on peut voir Jacques là. Jacques Voilà, Quéralt. et voilà là Jacques. Voilà. Et qui a écrit un très très bon texte que j'espère pouvoir le rééditer une autre fois en anglais et en espagnol. Mais là il est en français et en suédois. Donc ce livre a eu beaucoup de succès. En fait ça m'a permis moi de présenter bien mes œuvres aux collectionneurs scandinaves, mais aussi à Paris. Le centre Georges Pompidou a fait sa vitrine pendant 3 mois avec une 50aine de livres en vitrine. Le musée d'art moderne de la ville de Paris aussi a présenté mes livres dans leur bibliothèque et dans
dans le musée. Ensuite, le livre a été présenté aussi, donc c'est ce qui m'a un peu rattaché au groupe de la figuration libre, avec Combas, Diroussa, Boiron et autres, hein, et qui ont présenté mes travaux dans la Galerie Beaubourg à Paris pendant presque 3 ans en fait, hein, régulièrement. Donc ça c'est quelle année? C'était de 84 à 87. Hein. D'accord. Donc je suis attaché au groupe de la figuration libre, qui n'est pas très très connu en fait du côté de Perpignan, on s'aperçoit. Enfin, il n'y a pas grand chose qui est très connu. On connaît Picasso. Non, on connaît le groupe de Support Surface, hein, tous mes profs de Support Surface. Maintenant ils sont à l'échelle nationale et muséale très importante, mais on oublie un petit peu les générations, le fruit des autres générations. Et moi en fait c'était surtout en réaction avec Support Surface que j'ai créé mon travail, parce que j'étais contre, j'étais pas d'accord, hein. Je comprenais le concept de la matière, de la couleur, de l'histoire de la matière, de la couleur, mais moi je voulais dire plus, je voulais raconter des histoires, je voulais que ça soit coloré, je voulais intégrer la publicité, la télé, tous les médias modernes et tout ça, et Support Surface, ils étaient à une autre échelle. Donc on a eu des discussions assez virulentes, hein, avec Michel Latte. Hein. Dans les années 80, Support Surface n'existe plus depuis un moment. Hein. Oui, mais il y avait l'école quand même, il y avait une école. Hein. Oui. Donc on peut voir là Ouais, on les voit. les attaches de la région, hein, Perpignan, avec les chanteurs, et puis les jeux, le baby-foot et tout ça. Donc moi j'étais vraiment un petit peu contre, alors que tous les autres élèves à l'époque peut-être ils n'osaient pas dire contre non plus. Hein. Il y a toujours eu des gens assez opposés à certaines manières de concevoir l'art. Ouais. Et Non, c'était plutôt droit à une réaction à un art conceptuel. voilà. C'était un retour effectivement à l'image. Voilà, je pense qu'on... Un bricolage imaginaire. Voilà, disco. C'est vrai, un retour à l'image, mais c'était une image moderne aussi. Il y a la publicité, il y a le pop art et tout ça, et ça reprenait un petit peu de son sens en fait. Hein. Parce qu'à une certaine époque, on disait même que la peinture, elle était morte, que ça n'existait plus. On avait dit à propos de Dieu quelque temps avant. Oui. Dieu, la peinture, tout ça c'est mort. Quoi. Voilà. Et nature aussi était morte. Enfin. Gaillard, oui. Voilà. Bien sûr. Et moi, je pensais que depuis que les premières peintures des hommes préhistoriques et des grottes, par exemple, Oui, Lascaux. de Lascaux et tout ça, si ça existait déjà à cette époque-là, pourquoi ça s'arrêterait là maintenant? Donc il fallait faire de la recherche et le développer un peu plus et aller plus en profondeur. En fait, moi, ce que je peins, c'est pas ce que je vois, c'est ce que je ressens. Et Oui, parce que si tu voyais des choses comme ça, on pourrait s'inquiéter en fait. Oui, il y a des gens qui m'ont dit oh, ils sont un peu bizarres tes personnages. Ils ont des longs coups. J'ai dit ils ont des longs coups, c'est pour mieux donner du mouvement, de la dynamique dans l'image. Après ils sont anguleux et ronds. Ça vient de la BD quand même, tout ça. Oui, c'est inspiré de. Oui, bien sûr, parce que c'est un langage assez direct et simple. Hein. Tu es influencé par Voilà. la BD. Oui, mais aussi dans le travail de la matière. Par exemple, quand je travaille les fonds avec de la matière, ça me rappelle un petit peu le travail de Support Surface aussi. Donc je fais des expérimentations qui mélangent un peu tant l'abstrait que le figuratif. J'essaie de trouver un équilibre de composition qui intègre un petit peu tous ces éléments. Même la transparence, les reflets lumineux, l'hyperréalisme, d'un côté le motif sauvage, donc, toujours en balance, les contrastes entre le noir et le blanc, ou entre les couleurs entre elles, entre les différentes composantes ou les complémentaires dans la peinture. Donc j'essaie de trouver une sorte de balance entre différents mondes d'expression artistique et puis ça a donné cet irréalisme. En fait, l'irréalisme, c'est une projection intérieure de la réalité.
Est-ce que tu peux nous montrer, à propos d'irréalisme, l'album qui s'appelle Irréaliste? Non, celui-là il s'appelle Irréalisation. Irréalisation. Une fois qu'on est dans le monde de l'irréalisme, il faut réaliser tous ses rêves et tous ses idées. On dirait une profession de foi politique, irréalisation. Oui, bah oui, je l'utilise en fait beaucoup dans le domaine de la politique culturelle. J'ai dit, en fait, l'irréalisation, c'est les visions. C'est avoir une vision de quelque chose, et plus la vision est concrète et nette, plus on arrive plus facilement à la réaliser. Ça attire les influences, les contacts, et ça permet à la réaliser d'une façon concrète en fait. Donc ce qui est réaliste se concrétise. Bon, dans ce cas-là, ça serait un peu difficile, mais ça existe, ça exprime un sentiment qui n'est pas concret, qui n'est pas physiquement concret. Il se concrétise à travers l'art, la sculpture, la peinture, et il exprime des sentiments, des fois qui ne sont pas très agréables non plus, mais des fois qui sont plus plaisants, plus harmonieux. Puis il y a la dynamique, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc ça, c'est des œuvres que j'ai présentées dans tous les instituts français et ambassades de France de Scandinavie, ça veut dire à Stockholm, à Oslo, à Copenhague, à Helsinki, à Stavanger, et à 2 reprises, avec une laps de temps d'une dizaine d'années entre chaque exposition. Et paraît-il qu'il n'y a que Matisse qui avait réalisé ces tournées scandinaves en Scandinavie. Qu'est-ce que je veux dire? Mais comment tu as atterri en Suède? Alors, habitant Perpignan, sortant de l'école des beaux-arts de Perpignan, il n'y avait pas de boulot, pas de travail. Étonnant, non? Donc je travaillais dans la restauration. Ça peut t'aider, rien n'a changé. Non, j'imagine. Je travaillais dans la restauration et ça ne me plaisait pas trop, alors j'ai tenté ma chance à Stockholm. J'avais un ami qui habitait à Stockholm, un ami sculpteur. Et j'ai été le visiter, je pensais rester une semaine et puis finalement je suis resté 32 ans. Voilà. Et j'ai été très, très bien accueilli en Suède dès le départ. J'ai fait une scénographie pour un des théâtres, les plus grands théâtres d'avant-garde de Suède, que même aujourd'hui les gens se rappellent de ce théâtre. Et c'était dans tous les journaux. C'est sorti dans tous les journaux de Suède. Oh, le Français qui fait ci, qui fait ça. Et ils ont vraiment apprécié mon travail et l'énergie que j'avais. Et puis les petits contacts, les relations que j'avais qui ont facilité de pouvoir rester, quoi. Ensuite, de fil en aiguille, j'ai enseigné aussi au lycée français. Ensuite, dans un lycée suédois pendant une quinzaine d'années. Et les dernières années, j'ai enseigné 5 ans à l'université à Södertörnshögskolan à Stockholm et à KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, c'est l'Institut Royal de Technologie de Stockholm, où j'étais responsable dans le domaine de l'innovation et du design et le développement industriel. Des cours qui s'appelaient Art et technique, couleurs et formes, et le design 3-dimensionnel pour les ingénieurs. Alors, on a parlé de ta peinture, mais tu as réalisé aussi des ensembles urbains, des jardins, etc. Alors, on fait une pause et on se retrouve après pour en parler et pour demander pourquoi tu n'as pas conçu le jardin de la Digue d'Ory à Perpignan.